Bonjour. Pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, je dirais que La Folle d'Alger relate la quête d'une femme pour retrouver son fils Amin, un jeune collégien de 16 ans. Cette femme s'appelle Fadia, qui signifie celle qui est prête à sacrifier sa vie pour en sauver une autre. Fadia est une femme ordinaire d'une quarantaine d'années, pieuse et sans problème particulier. Son mari faisait partie des 400 villageois assassinés par les membres d'un groupe islamique armé. Le carnage a eu lieu une nuit de septembre, alors même que tout autour du village se trouvent de nombreuses casernes militaires. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Amin a été arrêté chez lui, devant sa mère impuissante, par un groupe d'hommes armés, dont 2 militaires en tenue et un civil, se réclamant de la sécurité nationale. C'était un soir d'octobre 1997, quelques semaines après l'assassinat de son père, Mahfoud. La Folle d'Alger traite de la question des disparitions forcées. C'est une réalité vécue par de nombreuses familles en Algérie, mais aussi dans de nombreux autres pays, notamment d'Amérique latine. Les Folles, ou Locas de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, sont devenus les grands symboles de la lutte acharnée pour la vérité et la justice sur les disparus. Il faut noter qu'en Algérie, on a dénombré, selon les sources, entre 7 000 et 20 000 disparitions forcées durant les années de terreur entre 1992 et 2000. J'ai choisi ce thème parce que je trouvais incompréhensible et choquant que ce drame, qui a touché plusieurs dizaines de milliers d'Algériens, directement ou indirectement, soit camouflé, nié ou tronqué par les gouvernements successifs en Algérie, mais aussi par l'administration et la presse algérienne, privée ou d'État. J'ai trouvé cela fortement indécent. Des années durant, on a fait comme si le problème n'existait pas. Puis, lorsque, sous la pression d'ONG internationales, on a fini par en parler, on a souvent stigmatisé les mères de disparus. On a été jusqu'à amalgamer les familles de disparus avec les terroristes. L'UGTA, un syndicat pro-gouvernemental, a même demandé l'abrogation pure et simple d'un décret qui apportait une aide publique de solidarité à toutes les familles de victimes de la tragédie nationale. Ce syndicat fut soutenu en cela par quelques partis politiques. J'ai trouvé cela très choquant. De très nombreux récits ou romans ont traité ou ont évoqué cette période dramatique en dénonçant à juste titre les intégristes armés. Mais quasiment rien n'a été écrit sur la responsabilité des structures et agents de l'État algérien, notamment dans les disparitions forcées. Or, le rôle premier de l'État n'est-il pas de protéger l'ensemble de la population? Alors, est-ce un roman politique? Je réponds non. C'est un roman tout court, comme les précédents. Son soubassement est construit à partir de faits sociétaux réels, mais c'est un roman. Je dis que c'est un roman dans la mesure où il y a une construction fictionnelle, il y a une écriture et une architecture romanesque. Dans mon premier roman, j'avais traité d'un homme en quête de sens à son existence. Dans le deuxième, j'ai traité d'une relation improbable, un amour impossible, entre deux êtres séparés par près de 30 années. Dans ce dernier, la quête d'une mère pour retrouver son enfant, pour savoir la vérité sur sa disparition. Cette femme a perdu son mari et son fils. Elle perdra la maîtrise de sa parole et peut-être même la raison, tant ses souffrances sont grandes. Mais Fadia est forte. Elle ira jusqu'au bout de ses responsabilités. Elle ne lâchera jamais prise. Bien que sachant lire et écrire, elle décide de relater dans un magnétophone sa vie depuis la disparition de son fils. Parfois, elle se trouve submergée par des monologues intérieurs. Elle évoque ses démarches auprès de la police, de la gendarmerie, des responsables militaires. Elle ne sait plus où donner de la tête. Elle écrit aux officiels, au président de la République, aux responsables des offices des droits de l'homme et même aux institutions internationales.
Elle manifeste souvent avec les autres mères, sœurs ou épouses de disparus. Elle fait même partie d'une délégation qui portera le combat des familles de disparus dans plusieurs villes d'Europe. Certaines scènes, comme l'enlèvement de son fils, reviennent périodiquement à l'esprit de la mère, comme un leitmotiv, comme pour la tenir debout, pour lui rappeler de ne pas céder. J'ai utilisé ces analepses pour d'autres scènes. Cette mère n'est heureusement pas seule. Elle est aidée par des voisins, par des avocats, par sa famille, dont le cousin Razi, qui se trouve à Paris, et par son gendre. Mais son grand espoir, c'est Houda, sa fille. Houda, la voie, le chemin juste. Houda est une brillante élève, qui prend de plus en plus conscience de leur situation au fur et à mesure que le temps passe. Le roman est bâti autour de 50 petits chapitres, soit autant que le nombre d'années d'indépendance en 2012. À la fin du roman, on assiste à deux événements importants qui arrivent à Fadia au même moment. D'un côté, la naissance d'un petit-fils nommé Amin, comme son propre fils, et de l'autre côté, elle apprend l'assassinat d'un haut gradé militaire, celui-là même qui, au début de l'histoire, c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat de centaines de villageois, s'était déplacé auprès des survivants et, plutôt que de les consoler, il les a stigmatisés, en leur reprochant d'avoir voté pour les mauvais candidats, les partis islamistes, tout en justifiant l'injustifiable, l'inqualifiable. Voilà. Je vais peut-être maintenant vous lire un extrait. Je me trouve dans le bureau du commandant Gellad. D'un geste lent, il a ouvert une grande boîte en bois, manifestement de grande allure, sur laquelle il est écrit « Café Kojimar ». Il en a extrait un gros cigare qu'il a allumé avec une lenteur incompréhensible. Puis il a ronchonné, sans me regarder. « Alors, j'écoute ». Il demeurait debout, allant et venant d'un angle de l'imposante pièce à un autre. La salle est aussi grande que mon salon et mes chambres réunies. Une pièce remplie de toutes sortes de meubles et d'objets. Bureau de président, bibliothèque chargée, guéridon, fauteuil, table basse, ainsi qu'un téléviseur mural, des tableaux immenses et de gigantesques bouquets de fleurs synthétiques. J'en avais presque le tournis. Avec ses doigts, tenaillant le cigare, il m'a enjoint de m'asseoir. Il savait pourquoi on m'avait conduite dans son bureau. De l'autre main, il a retiré ses lunettes, a soufflé sur les verres fumés, m'a regardé comme on regarde parfois un chien au nid, de haut. Furtivement, en secouant la tête. Puis a posé ses grosses lunettes sur son nez. Enfin, il s'est décidé en détaillant une fresque immense et sans originalité. « Oui, femme, au lendemain des massacres islamistes de Ben Attala, nous avons procédé à des arrestations, ou à des enlèvements, comme on dit, dans le village même et dans sa périphérie. Mais je ne dispose pas de dossier au nom de ton fils. Est-ce que tu es allé vérifier à la caserne de Hamiz, ou à celle d'El Makaria, ou à Ben Messous, à Bouzaréa? Leurs militaires ont eux aussi pratiqué des enlèvements. Enfin, je veux dire des arrestations. » Je lui ai répondu « Je me suis rendu dans plusieurs casernes et commissariats. Souvent, on m'a donné la même réponse. Celle que vous me faites. Nous n'avons pas enlevé ton fils. Alors même que je n'avais pas donné son identité. Vous-même ne connaissez pas le nom de mon fils. Comment osez-vous cette réponse? » Il a dit « Comment s'appelle ton fils ?» J'ai dit « Amin », en précisant « Il avait 16 ans. Il en a aujourd'hui 2 de plus. » Ses yeux ont quitté le tableau. Il s'approcha du téléphone et a dit, le plus normalement du monde, comme s'il répondait à une question d'un jeu télévisé. « C'est moi qui suis en charge de ces choses-là.
Ce nom ne me dit rien. Non, je n'ai pas d'amis ici. Ton fils est probablement mort, femme. Tu crois peut-être que je vais nourrir des personnes gratuitement durant des mois et des mois? Non, femme. Ces gens, on les interroge. On les interroge jusqu'à ce qu'ils avouent. Ils avouent tous. Ou ils meurent. Ils sont remis à la justice, ou ils meurent. J'ai juste eu le temps de dire « Alors, il meurt comme ça. » Merci. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur mon blog.